Vous écoutez un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux usages de l'intelligence artificielle et aux enjeux d'intégrité académique en formation à distance. Je m'appelle Charlotte Lemieux et je suis conseillère en mobilisation des connaissances au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Pour discuter de l'intégrité académique et de l'intelligence artificielle en FAD, nous recevons aujourd'hui Catherine Derry, professeure à la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, ainsi que stagiaire postdoctorale et chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Spécialiste de l'intégrité académique, elle participe actuellement à des projets de recherche de grande envergure concernant la prévention du plagiat en milieu universitaire. Bonjour Catherine. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. On reçoit aussi Andréane Sabourin-Laflamme, professeure de philosophie au Collège André Laurendeau et candidate au doctorat à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Elle s'intéresse au rôle de l'éthique et du droit dans l'encadrement normatif de l'intelligence artificielle et participe à différents groupes de recherche en lien avec l'éthique de l'IA, la citoyenneté numérique et les outils d'évaluation en éthique de l'IA. Elle est également formatrice et consultante en éthique de l'intelligence artificielle. Bonjour Andréane. Bonjour, merci de l'invitation, heureuse d'être là. Merci. Et finalement, Simon Côté-Massicotte, conseiller à l'intégration des technologies éducatives à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Avec une expérience de plus de 8 ans comme enseignant, il s'intéresse notamment à l'intégration des technologies en éducation et à la pédagogie inclusive. Il poursuit actuellement une maîtrise en éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son projet de maîtrise consiste en une recherche-développement en ludification. En janvier dernier, il offrait un webinaire sur ChatGPT pour le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau des universités du Québec. Bonjour Simon. Bonjour Charlotte, merci beaucoup de l'invitation. Merci, bonjour à tout le monde. Donc récemment, la multiplication et la complexification fulgurante des outils d'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative, poussent les personnes enseignantes à se questionner sur leur manière d'enseigner et d'évaluer en tenant compte des enjeux d'intégrité académique engendrés par ces outils. Donc ces enjeux existent dans la formation en présence, mais ils sont exacerbés en contexte de FAD. Certains et certaines y répondent par la surveillance, par la punition. D'autres modifient en profondeur leurs pratiques pour s'adapter à la nouvelle réalité, mais personne n'a encore trouvé la solution parfaite. Je vous demanderai donc d'abord, est-ce que la question de l'intégrité académique devrait être abordée différemment dans le contexte de la formation à distance? Quels sont les enjeux pour vous liés à l'intégrité académique qui sont propres à la FAD? Donc, Catherine, je t'inviterai à débuter. Oui, merci beaucoup. Donc, l'intégrité académique, que ce soit avec l'usage de l'intelligence artificielle générative ou non, ça demeure, selon moi, quand même quelque chose qui est important, que ce soit pour de la formation en présentiel ou de la formation à distance. Il y a différentes façons de promouvoir l'intégrité académique. Et quand on parle d'intégrité académique, en fait, souvent, les personnes se situent dans deux camps opposés. Il y a ceux ou celles là, qui sont plus intéressés par la détection et la sanction, puis il y a ceux ou celles qui seraient plus intéressés par la prévention et la promotion, ou la prévention du plagiat et la promotion de l'intégrité académique. Donc, moi, je me situe vraiment dans le deuxième camp. En fait, je suis chercheuse sur un partenariat international sur la prévention du plagiat à l'université, qui implique une trentaine d'universités au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, quand on veut faire la promotion de l'intégrité académique en formation à distance, ça serait de faire la promotion des différentes valeurs d'intégrité académique. Il y en a 6 qui sont mises de l'avant habituellement et qui proviennent d'une publication là, du Centre international de l'intégrité académique aux États-Unis. Il y a l'honnêteté, la confiance, l'équité, le respect, la responsabilité et plus récemment, on a ajouté le courage.
Et je trouve ça intéressant, le courage, c'est le courage d'avoir ses propres idées et c'est aussi le courage de dénoncer si jamais on a un ou une collègue là, qui démontrerait des écarts d'intégrité académique, par exemple, dans un travail d'équipe. Puis sur la formation à distance, est-ce que dans votre expérience ou selon vos connaissances, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont plus propres à la formation à distance ou est-ce que dans les modes d'évaluation, par exemple, quand on fait un examen en ligne, est-ce qu'il y a des enjeux de ce côté-là qui sont différents de la formation en présence? Oui, ben en fait, tu sais, je dirais qu'au niveau, tu sais, au niveau de la formation à distance, le truc qui est comme le plus évident dans le concret, c'est vraiment comme la difficulté de faire de la surveillance. Parce qu'en personne, tu peux être par-dessus l'épaule de l'étudiant ou de l'étudiante, puis tu sais, il y a déjà un incitatif à ne pas, ben, à être intègre intellectuellement, alors que là, à distance, c'est vraiment comme, il y a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Dans un format synchrone, là, tu sais, il y a certaines recommandations comme qu'on peut garder les caméras allumées, on peut regarder les étudiants travailler et tout ça. Euh, de mon côté, c'est pas quelque chose que je défends très fortement comme pratique parce que la surveillance est, je veux dire, tu vois la face de l'étudiant, tu sais pas s'il est en train de regarder un deuxième écran avec un article Wikipédia ouvert ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a vraiment comme pas grand preuve tangible, accumulable à ce niveau-là. Fait que j'ai l'impression qu'une fois que tu es rendu au niveau de surveiller les étudiants sur leur caméra, ben, tu as déjà perdu le combat. C'est vraiment quelque chose qui aurait dû être fait de manière préventive, de manière à adapter les évaluations tu sais, avant de leur envoyer. Et à ce niveau-là, je sais qu'une des grosses anxiétés des profs au niveau de justement de la formation asynchrone, c'est avec les rédactions et tout ça. Et justement, je sais qu'il y a beaucoup de recommandations en termes de pour éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle, de bien préparer les étudiants, premièrement, pour qu'ils se sentent en confiance dans la réalisation de l'activité, mais aussi d'utiliser des sujets qui sont très près d'eux et généralement aussi locales. Donc, à ce niveau-là, c'est des trucs qui sont difficiles à tu sais, que ça va être difficile pour une intelligence artificielle de générer et aussi de suivre le processus, donc les différentes étapes de la rédaction. Et si on veut y aller dans le plus pratique encore, ben, dans Microsoft Word, ou tu sais, qui est probablement l'outil de rédaction le plus utilisé, on peut créer un document, activer le suivi des modifications, puis barrer le suivi des modifications et on partage ce document-là avec les étudiants et comme ça, tout le long du travail dans ce document-là, on va pouvoir garder des traces de qu'est-ce qui a été écrit et quand. Et donc là, à ce niveau-là, c'est en termes de rédaction à distance, je veux dire, même si on aurait dû agir de manière préventive, rendu à ce niveau-là, il y a quand même des manières de voir si jamais, effectivement, ça a été écrit tout d'un bloc en copier-coller, ou ben non, si ça a pris des heures de rédaction, qu'il y a eu des trucs effacés, réécrits et tout ça. Tu donnais des exemples autant synchrones qu'asynchrones, fait que ça m'a fait penser à des exemples de mon côté aussi. Pour ce qui est des travaux écrits qui seraient plus, je vais dire, menacés peut-être là, par une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, euh, moi, pendant les cours synchrones à distance, ce que je peux faire, c'est des ateliers pendant les cours dans des salles de discussion. Donc, j'ai la chance de circuler dans ces salles de discussion-là pour avoir une certaine présence quand même. Puis, les étudiants ou les étudiantes ne savent pas nécessairement quand est-ce que je vais arriver dans leur salle de discussion. Donc, il faut qu'ils soient toujours bien préparés là, à ma visite surprise. Évidemment, ils peuvent aussi m'appeler dans leur salle de discussion s'ils ont besoin d'aide pour que j'aille les guider dans le travail. Euh, pour ce qui est de la modalité asynchrone, ça peut être un peu plus difficile au niveau de l'encadrement ou du soutien. Comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai eu une situation dans la dernière année où j'enseignais à un étudiant qui était inscrit à un programme de formation universitaire au Canada, mais qui n'avait jamais mis les pieds au Canada.
Donc, c'était une personne qui n'avait pas nécessairement été sensibilisée aux droits d'auteur ou à la conception nord-américaine ou même européenne du référencement documentaire, puis de l'importance de citer ses sources. Et puis, cette personne-là, culturellement, venait d'une communauté où, justement, l'idée d'une personne ne devrait pas nécessairement être valorisée parce que les idées individuelles appartiennent à la collectivité. Donc, quand j'ai reçu son premier travail, à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait un gros problème au niveau du référencement documentaire. Puis, en rencontrant la personne, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a dû être faite, non seulement comment appliquer certaines normes bibliographiques, mais juste de comprendre les principes du droit d'auteur, puis l'importance d'attribuer ses sources dans ses travaux. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de situations comme celle-ci où les programmes à distance aux études supérieures peuvent se faire alors que l'étudiant ou l'étudiante n'est pas nécessairement localement ou géographiquement à proximité de l'institution ou de l'établissement d'éducation. Et puis ça peut entraîner des préoccupations culturelles là, comme celles que j'ai vécues. Ben, moi, j'aimerais juste dire qu'effectivement, en enseignement à distance, en formation à distance, il y a un enjeu particulier en ce qui a trait à l'éducation, parce qu'évidemment, dans le contexte de l'enseignement en personne régulier, puis moi, c'est ce que j'ai vu dans ma pratique, donc j'enseigne de la philosophie au collégial, il y a beaucoup de professeurs qui ont décidé de ramener les évaluations en classe. Nous, c'est notre cas. Donc, par exemple, en philosophie, les dissertations doivent se faire maintenant à notre département en classe parce qu'on a réalisé tout simplement que si on demandait aux étudiants si je demandais par exemple à ChatGPT avec mes consignes, avec bon les exigences précises, le nombre de mots, la structure, j'ai fait des tests assez rapidement. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une dissertation philosophique qui était de niveau bon, et s'il y avait quelques ajustements qu'on faisait, ben ça pouvait devenir un niveau qui était très bon. À ce moment-là, puis aussi compte tenu du fait que les outils de détection donc de contenu qui a été généré par l'IA sont très bon, pas suffisamment, à mon avis, performants pour qu'on puisse les utiliser comme unique preuve pour accuser quelqu'un de plagiat. Ben donc, c'est une option qui a été rendue possible. Par contre, évidemment, en formation à distance, ben, c'est pas le cas. Alors, on se retrouve avec un enjeu quand même assez majeur où c'est très difficile de contrôler ce que la personne fait à l'autre bout de la ligne. Et j'aimerais juste quand même nous mettre un peu en garde contre en fait, les tentations de vouloir contrôler de manière technologique ou surveiller de manière technologique les étudiants. Donc, vous savez sûrement que pendant la pandémie, évidemment, la formation à distance a été rendue obligatoire dans plusieurs contextes, là, dont le mien, dont j'ai dû enseigner à distance, et qu'on a vu apparaître dans ce contexte-là toutes sortes de systèmes, toutes sortes de logiciels qui visaient par l'IA, c'est un peu paradoxal, mais qui visait la surveillance des étudiants en ligne. Donc, on analysait leur disposition faciale et donc on prétendait qu'on pouvait voir ou en tout cas déceler si une personne était en train de consulter des sources, utiliser d'autres outils. Bon, ChatGPT était pas encore sorti à ce moment-là, mais on peut très bien penser que ce type d'outil-là pourrait possiblement être mis en marché, publicisé. Il faut faire très attention, je pense, quand même à ce genre de tentation-là parce que ce qui a été démontré, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup d'accusations erronées, beaucoup de faux positifs. Et donc, il faut être donc tout simplement prudent avec ces outils technologiques. Oui, pour renchérir, en fait, là, moi aussi, c'est vraiment quelque chose que je suis très peu enclin à recommander à mes professeurs. Je trouve que c'est ça, avec les téléphones, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les jeunes sont tellement déjà surveillés de partout que de leur imposer une application supplémentaire sur leur propre ordinateur qui surveillerait qu'est-ce qu'ils font, qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils donnent à cet outil-là, dans quoi ils s'engagent en cliquant sur, tu sais, en cliquant sur le contrat d'utilisation.
C'est vraiment quelque chose je trouve qui est excessif. Il y a des manières beaucoup meilleures d'encadrer ce problème-là. Et aussi, ces mêmes logiciels-là, souvent qui sont basés sur la reconnaissance faciale et la reconnaissance des émotions, c'est des logiciels qui ont été démontrés coup après coup comme étant très, euh, très mauvais avec les personnes racisées. Et ça vient qu'à renforcer des inégalités qui sont déjà criantes dans la société, là. Fait que c'est ça. Au final, c'est quelque chose qui peut être qu'on peut régler autrement, qu'on peut regarder le problème autrement puis le prévenir autrement. Fait que on va essayer de trouver des solutions qui sont plus de manière préventive et pas invasive pour les étudiants à ce niveau-là, là. Comme Catherine nous disait en ouverture, qu'elle préférait adopter une approche préventive. D'ailleurs, Catherine, toi qui travailles beaucoup sur la prévention du plagiat, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les logiciels de détection? Ben, on parle de détection, donc détection plus dans les examens à la maison, mais évidemment, il y a tous les logiciels qu'on appelle communément de détection de plagiat, mais qui en fait devraient être nommés comme étant des logiciels de reconnaissance de similitude de texte, comme Turnitin, Original, Compilatio, qui sont utilisés dans plusieurs établissements d'éducation, là, soit au Québec ou en Ontario. Donc, ces logiciels-là se sont ajustés pour essayer de développer des fonctionnalités de détection de l'intelligence artificielle, mais ils ne sont pas du tout fiables présentement dans les résultats qui sont produits parce que c'est une fonction complètement différente qu'on leur demande d'accomplir, alors qu'auparavant, ces logiciels-là faisaient des comparaisons entre des extraits des travaux écrits des étudiants et des étudiantes avec des bases de données, des articles, des sites web ou même des travaux qui avaient été soumis auparavant par du personnel étudiant. À ce moment-ci, on leur demande d'essayer de reconnaître des changements de style d'écriture dans les travaux. On leur demande d'essayer de reconnaître la mécanique ou la structure de rédaction d'une machine ou d'un robot conversationnel. Puis la programmation de ces fonctionnalités-là n'est vraiment pas à point présentement. Il faut vraiment faire attention présentement. Je pense que quand on parle de détection de l'intelligence artificielle ou de contenu généré par des robots conversationnels, le personnel enseignant n'est pas du tout outillé pour bien reconnaître ce genre de contenu-là, à moins qu'on fasse une comparaison avec d'anciens travaux des personnes étudiantes qu'on sait qui ont été rédigées peut-être en classe ou quelque chose comme ça, puis qu'on voit qu'il y a un changement de style entre deux travaux, ou qu'à même le même document, on voit qu'il y a un changement évident dans le style d'écriture qui nous sème des doutes là, par rapport à des extraits en particulier. Oui, donc on comprend qu'il y a beaucoup de bémols sur l'utilisation de ce type de logiciel. Andréane, est-ce que tu voulais développer là-dessus? J'aimerais peut-être juste, si on veut approfondir cette discussion-là sur les outils de détection, parce qu'évidemment, ça semble être une solution qui est simple à un problème qui est très, très complexe. Malheureusement, je pense que ce n'est pas une solution réelle, en fait. Et il y a énormément de produits et de services sur le marché en ce moment. L'offre est abondante. On tente là, de pousser ces services-là. Mais comme on le disait, compte tenu du fait que ces outils-là sont pas suffisamment performants, donc faut être très prudent. Juste pour donner un exemple de dérapage qu'il peut y avoir avec ce type d'outils-là, mais on a fait l'expérience de donner en fait un extrait de la Bible à un outil de détection du plagiat, puis il considérait que c'était généré à un très, très haut pourcentage par l'IA. Pourquoi? Bien, on comprend un peu comment ça fonctionne, c'est que ça ressemblait beaucoup à ces données d'entraînement, parce que probablement que ce système-là avait été entraîné avec beaucoup d'extraits de la Bible, même logique pour la Constitution américaine. Donc, on s'est rendu compte, en fait, aussi
que pour certaines personnes qui s'expriment dans une langue maternelle qui est pas, dans une langue qui est pas celle de leur langue maternelle, on s'est rendu compte en fait que les taux de faux positifs étaient plus élevés. Donc là, on a même un risque ici de biais ou d'un taux de faux positifs qui serait supérieur pour des personnes dont la langue d'enseignement n'est pas leur langue maternelle. Donc c'est vraiment problématique. D'autant plus que c'est très facile de contourner ces systèmes-là. Maintenant, il existe, encore une fois, paradoxalement, il existe des outils qui permettent de, après avoir généré un texte par l'IA, ben, de le rendre plus humain. Avec des guillemets, et donc de lui donner une formulation, une tonalité plus humaine. Donc, c'est extrêmement facile à contourner aussi. Donc, je pense qu'il faut être très prudent. Puis, il y a même certaines universités qui non seulement vont décourager l'utilisation de ces outils-là par leurs professeurs, mais qui vont les interdire. Donc, on sent ici là, qu'il y a peut-être un changement de cap. Hein. Au départ, je pense qu'on a été un peu sur la défensive. On voulait être dans l'approche d'identification puis de répression. Là, on se rend compte que, ben, puis évidemment, je sais pas, moi, la spécialiste en intégrité académique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un consensus à savoir que ben, l'approche répressive, elle n'a jamais été très efficace en intégrité académique et que là, c'est comme si, ben, avec l'IA, on était obligé de renouveler ce constat-là à nouveau. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'Andréane a dit. Ça m'inspirait plein d'autres idées, mais je pense qu'il y a évidemment toutes les préoccupations par rapport à la sécurité des données aussi, qu'on n'a pas encore discuté là, quand on utilise ce genre de logiciel de détection-là. Si les personnes étudiantes décident de soumettre leurs travaux à travers des outils de détection du plagiat, à ce moment-là, les travaux sont absorbés dans des bases de données qui sont accessibles par des acteurs externes. Et puis, c'est non seulement le contenu des travaux qui sont maintenant accessibles, donc il y a des préoccupations au niveau des droits d'auteur, mais il y a aussi toutes les métadonnées qui sont en arrière de ces documents-là, qui sont maintenant accessibles par des grosses corporations, par exemple, là, qui gèrent différents logiciels. Et puis, ça, c'est des informations personnelles, donc on peut même aller jusqu'à la violation de la vie privée là, des personnes étudiantes. Il y a déjà eu des recours en justice par rapport à ça qui ont mené au fait que, justement, certaines institutions ont décidé d'abolir ou d'interdire l'utilisation là, des logiciels de reconnaissance de similitude de texte ou de détection du plagiat. Oui, ben j'aimerais peut-être juste dire d'entrée de jeu qu'il faut se rappeler que les étudiants utilisent l'IA depuis un certain temps déjà. Donc là, avec l'apparition de ChatGPT, maintenant, c'est généralisé. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Là. Je voyais certaines études, c'est plus que la moitié. Ça ne m'étonnerait pas que depuis, donc c'est en novembre 2023 qu'on a recueilli ces données-là. Ça m'étonnerait pas que ce soit beaucoup plus que ça. Mais il faut se rappeler que il y a toutes sortes d'utilisations possibles de l'IA dans le cadre des travaux. Puis il y en a qui sont peut-être légitimes, puis il y en a qui sont peut-être illégitimes. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important de préciser que les étudiants, d'ailleurs, ça, c'est une nouvelle étude qui vient de paraître, qui a été faite auprès de 2400 étudiants québécois, donc des cégeps et des universités. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que l'usage le plus important que les étudiants font de l'IA, c'est pour faire de la recherche. Bon, ça peut poser problème parce que, bon, les systèmes d'IA sont parfois ont tendance à produire du contenu qui est erroné, mais ça, c'est une autre question dont on pourra reparler plus tard. Mais donc, la recherche, est-ce que c'est problématique au niveau de l'intégrité académique? Ben, on peut se poser la question. C'est peut-être pas des sources fiables, ça, c'est peut-être un autre problème. Mais au niveau de l'intégrité académique, si on va aller trouver la source, en fait, puis c'est fait, donc on fait de la recherche à travers l'IA générative, est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'intégrité? Si on cite ces sources, ben, peut-être pas autant qu'on pourrait le penser. On peut l'utiliser pour générer des idées, faire un remue-ménage, pour corriger le
texte, pour éditer le texte. En ça, il y a beaucoup d'étudiants qui le faisaient avant ChatGPT avec des outils comme Grammarly, par exemple, pour pas le nommer. De l'assistance à la rédaction. On écrit une phrase, puis on demande à l'IA de la reformuler. Et là, c'est très compliqué, en fait, de déterminer qu'est-ce qu'un usage légitime d'un usage illégitime. Oui, c'est certain que ça peut être complexe pour les professeurs de démêler tout ça. Catherine, je pense que dans une étude avec ton équipe de recherche, vous vous étiez intéressée aux attitudes des professeurs face à ces enjeux-là. Il y en a qui sont encore très craintifs, très réticents à utiliser l'intelligence artificielle générative principalement, pour plein de bonnes raisons, là. Manque de formation, manque de connaissances, manque de confiance. Les outils se développent tellement rapidement, c'est difficile de suivre le rythme. Puis il y a d'autres aussi valeurs plus fondamentales par rapport à l'environnement, la sécurité des données, ou euh, les grosses corporations là, qui sont en charge de plusieurs de ces outils-là. Et puis, il y a aussi évidemment des professeurs qui ont décidé de vraiment très bien intégrer l'intelligence artificielle générative dans leur enseignement. Moi, j'en suis une de ceux-là. Et puis, moi, j'y vais un peu plus dépendant de l'activité ou du travail. Donc, pour certains travaux, je vais interdire l'utilisation des outils d'IA générative parce qu'il y a des connaissances de base que je veux vraiment développer ou des compétences qui sont fondamentales, qui sont à exercer par rapport à certaines choses. Puis dans d'autres travaux, dans d'autres activités, je vais utiliser le texte tel quel qui a été généré par l'intelligence artificielle pour que les étudiants et les étudiantes puissent l'analyser ou puissent comparer des textes qui ont été générés. Donc, je leur enseigne vraiment clairement comment développer, formuler une commande, un prompt en anglais, pour que toute l'information s'y retrouve. Puis ensuite, avec l'information le contenu qui a été généré, là, on travaille avec ça. Donc, c'est une utilisation pleine de l'IA générative dans ces activités-là. Euh, Comme Andréane a mentionné, je pense que pour ce qui est des étudiants et des étudiantes, ça peut être des outils d'idéation qui sont très, très utiles pour faire des remue-ménages, peut-être même pour comprendre des termes un peu complexes au lieu de retourner voir le professeur avec des questions ou des collègues. Ça peut aussi être des outils de revision très utiles. Et il y a aussi la planification, je trouve que les étudiants et les étudiantes utilisent pour développer une structure de leurs travaux, s'assurer qu'il y a une cohérence entre les idées principales ou les thèmes qui vont être abordés. Puis ça, moi, je vois vraiment pas de problème avec ça d'un point de vue d'intégrité académique, d'utiliser les robots conversationnels pour planifier un travail. Puis du côté des professeurs, pour ce qui est de l'ajustement des travaux, on peut ajuster des travaux qui étaient déjà existants. On peut remplacer des travaux par quelque chose de nouveau qui intègre l'intelligence artificielle générative. Ou sinon, on peut complètement repenser la façon d'évaluer les personnes étudiantes en s'assurant qu'il y a une cohérence là, avec les attentes sur le marché du travail, puis comment l'intelligence artificielle va être utilisée dans certains domaines ou dans certaines professions. Puis, tu sais, il faut se le dire, là, aujourd'hui, des longs essais, tu sais, là, je vais me risquer à dire ça, mais tu sais, aujourd'hui, faire une maîtrise puis un doctorat à l'heure où on a l'IA générative, on a ces outils-là, ça veut peut-être plus dire la même chose qu'avant. Je vais dire ça, j'ai peut-être un pavé dans la mort, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement qui a changé puis qui va faire changer, je veux pas être trop, donc, comment dire, lyrique, là, mais je pense que vraiment, on assiste à un changement assez radical de cap là, dans le milieu de l'éducation en ce moment. Dans le sens où un diplôme de maîtrise ou de doctorat, ça n'aurait plus tout à fait la même valeur ou la même signification. Je dirais peut-être pas la même signification, c'est peut-être autre chose. Au niveau de la valeur, c'est sûr que je pense que ça a toujours de la valeur. Je n'irai pas jusque-là.
Mais il y a quelque chose de l'accès à ces outils-là qui fait que le travail peut, je pense, faut le dire, là, peut être facilité. Tu sais, on le voit, les chercheurs, ils utilisent l'IA dans leurs travaux aussi, pas nécessairement pour générer le travail de A à Z, mais pour les aider à structurer leurs idées. Ça fait partie aussi des outils qui existent puis qui peuvent faciliter le travail de réflexion, de recherche puis de rédaction aussi. Mhm. Oui, d'ailleurs, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que d'après vous, les étudiants, étudiantes et les professeurs aussi devraient le nommer ou l'inscrire quelque part quand l'intelligence artificielle est utilisée, par exemple, pour la rédaction d'un texte ou pour un outil, pour une bibliographie, peu importe l'usage qu'on en fait, là, mais est-ce que ça devrait être nommé d'après vous? Puis j'inviterais peut-être Simon à prendre la parole d'abord là-dessus. Ah, oui, ben oui, là, ça, en fait, c'est comme c'est le strict minimum des balises à mettre en place pour l'utilisation de l'IA, là, justement, d'enseigner aux étudiants comment citer correctement l'IA et aussi tu sais, dans quelle mesure est-ce qu'elle a été utilisée. Puis je pense que si on veut en faire une utilisation qui est responsable dans le cadre d'un cours, c'est vraiment nécessaire pour les enseignants de s'asseoir puis de réfléchir à quelles utilités ou à quels escients est-ce qu'ils vont permettre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que en n'ayant aucune réglementation, on permet tout et il y a tout le temps une espèce de gros flou légal ou ben non moral à l'utilisation de l'outil parce que je veux dire, si jamais l'étudiant se fait tu sais, qu'il y a un cas évident d'utilisation d'intelligence artificielle pour la rédaction d'un paragraphe et que c'était pas dans le plan de cours, il y a quand même un doute qui persiste à ce niveau-là, à savoir, ben, c'était pas interdit ou c'était pas mentionné comment le faire. Donc, tu sais, on est dans un cas où ce qu'on peut donner le bénéfice du doute à l'étudiant, puis c'est peut-être un plagiat accidentel ou, tu sais, étant donné que c'était mal encadré. Donc, c'est dans cette mesure-là qu'un cadre est absolument nécessaire. Puis aussi de peut-être aussi cibler des outils en particulier qu'on permet aux étudiants d'utiliser. La question de la citation de l'intelligence artificielle générative, c'est vraiment très intéressant. Puis, je vais vous avouer là, que les experts en intégrité académique présentement ne s'entendent pas là-dessus. J'assistais à une conférence internationale sur l'intégrité académique il y a 2 semaines seulement. Puis, il y avait des experts dans ce domaine-là de partout à travers le monde. Puis, je dirais que c'est le point sur lequel il y a eu le plus de mésententes dans les discussions, parce que fondamentalement, il faut se demander si le robot conversationnel est un auteur ou non. Et puis, moi, je ne suis pas convaincue que c'en est un. Donc, à ce moment-là, on ne pourrait pas le citer. Donc, moi, ce que je dis à mes étudiants, mes étudiantes, c'est de ne pas citer l'intelligence artificielle, mais de déclarer son utilisation. Puis, j'ai développé une déclaration d'intégrité académique toute simple que je demande maintenant à tous mes étudiants et étudiantes d'ajouter à la fin de leurs travaux. Puis, il y a 2 phrases là-dedans. La première phrase, ça dit j'ai réalisé mon travail en toute intégrité académique en citant mes sources proprement que j'ai utilisées pour développer mon texte. Puis, la deuxième phrase, ça dit si j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle, je le déclare. Donc, ils doivent déclarer quel outil ils ou elles ont utilisé et comment ces outils-là ont été utilisés. Et il y en a qui prennent aussi la peine, dans leur texte même, en marge du texte, par exemple, de m'indiquer où exactement une phrase a peut-être été reformulée à l'aide de l'intelligence artificielle pour que je sache où exactement le texte a été modifié à l'aide de ces outils-là. Donc, pour moi, c'est vraiment une déclaration de l'utilisation ou de l'usage des outils qu'il faut faire et non une citation. Mais il y en a qui considèrent que la citation de l'IA générative est possible. Il y en a même qui disent qu'il faudrait commencer à développer une IA-graphie au lieu d'une bibliographie.
il y aurait une iographie en dessous de ça où il y aurait les différents outils d'intelligence artificielle générative ou autre là, qui ont été utilisés pour réaliser le travail, puis comme ça serait clair. Je pense que l'important dans tout ça, c'est d'être transparent. Autant de la part des personnes étudiantes que du personnel enseignant. Fait que pour ce qui est du matériel pédagogique, par exemple, qui est développé par le personnel enseignant, il y a des logos qui peuvent être utilisés, qu'on peut ajouter sur nos diapos, PowerPoint par exemple, qui ressemblent un peu à des logos de Creative Commons. Il y en a qui ont été développés récemment par Martine Peters, qui est la directrice de notre partenariat de recherche. Et puis, il y a 3 logos qui peuvent être utilisés. Un qui dit que le contenu n'a pas été développé à l'aide de l'intelligence artificielle. L'autre logo qui dit que le contenu a été développé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le dernier qui dit que le contenu a été complètement développé par de l'intelligence artificielle. Donc, ces logos-là permettent rapidement d'identifier d'où provient le contenu. Est-ce que c'est un contenu qui est complètement humain ou un hybride ou un contenu qui a été développé strictement par des machines? Mais merci d'avoir, Catherine, d'avoir soulevé là, la proposition de Martin Peters des pictogrammes. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Là, donc, je pense que ça circule beaucoup, puis je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à l'utiliser, puis à demander à ce que les étudiants l'utilisent. Évidemment, la transparence, je pense que ça fait partie là, des solutions. Il faut juste quand même prendre conscience du fait que ça peut devenir relativement lourd. Bon, les pictogrammes, c'est plus facile, mais tu sais, dans la mesure où la plupart, à mon avis, du texte, comme je le disais un peu plus tôt, va être de nature hybride, ben là, il faut voir est-ce qu'il y a d'autres mesures qui devraient être ajoutées à ces pictogrammes-là pour bon, parce qu'un texte hybride, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire, ben, j'ai généré une phrase, puis j'ai changé un mot dans la phrase. Ça peut vouloir dire, le spectre, en fait, là, peut-être des types d'utilisation est très, très large. Puis j'aimerais, revenir, là, sur la question de savoir s'il faut citer ou pas ChatGPT. Ben, moi, sans être là, une spécialiste de la question, je m'opposerais assez farouchement là, à citer ChatGPT parce que je pense qu'il faut pas, faut éviter le plus possible de le considérer comme étant un auteur. Moi, dans tous mes travaux, j'essaie de me d'éviter là, d'anthropomorphiser l'IA générative. Donc, il faut se souvenir que c'est un outil de prédiction de pertinence qui a été en fait, qui a été ultimement entraîné avec tout ce qui existe sur Internet, puis qui recrache ça considérant, en fait, en fonction là, de ce qu'il considère qui va être le plus pertinent en fonction d'un contexte. Donc, c'est une machine statistique. Et là, pour citer Martin Peters, qui le dit exactement dans ces termes-là, tu sais, par exemple, quand une personne va mettre une phrase, copier une phrase de ChatGPT dans son travail, mais c'est comme si elle plagiait un plagieur, finalement, parce que c'est ChatGPT qui, remâche tout ce qu'il a trouvé en ligne, puis qui va donc générer un contenu qu'il considère qui est statistiquement pertinent. Donc, moi, je pense que des approches comme celle de APA, là, d'ailleurs, là, le mode de référencement APA, eux, ils considèrent qu'il faudrait citer ChatGPT. C'est pas, à mon sens, une bonne idée. D'ailleurs, puis je me demande vraiment juste très naïvement, c'est quoi la pertinence de mettre un bout de texte généré par ChatGPT dans ton travail? Pourquoi est-ce que tu citerais, tu sais, au-delà de la question de savoir s'il faut le citer ou pas, mais c'est quoi l'intérêt de générer ça? Moi, j'en vois partout de ça, puis je comprends pas pourquoi les gens considèrent que c'est une source. C'est juste un ramassis, puis une génération de statistiques de tout ce qu'il a trouvé en ligne. Donc je considère pas que c'est même une référence qui est appropriée dans un texte académique, à part si on veut étudier spécifiquement ce que le modèle va générer comme objet d'étude. Sinon, ça n'a aucune valeur scientifique, à mon avis. Donc, c'est peut-être faut même peut-être arrêter de penser à intégrer ces éléments-là dans notre texte, puis se rappeler aussi que
c'est les étudiants puis les professeurs, les auteurs. C'est eux qui sont responsables du contenu qui va être généré, non pas, qui va être généré plutôt, mais qui va être écrit, qui va être, dans leur texte et non pas l'IA. Oui, ben, j'aime beaucoup, ton expression «plagier un plagiat» C'est parce que c'est Martin vraiment, Peters. ah OK, bon, ben, l'expression de Martine dans ce cas-là. En fait, c'est ça ce que je trouve ironique de toute cette situation-là, c'est qu'on parle depuis tantôt de transparence puis d'intégrité, alors que, l'outil le plus populaire dans cette catégorie-là d'IA générative, c'est ChatGPT et en termes de compagnie qui a pas beaucoup de transparence au niveau de comment que ça a été entraîné leur machine, au niveau de comment que ça fonctionne, il y a pas une compagnie plus opaque qu'eux et tu sais, l'information qu'ils ont obtenue, on s'entend qu'ils ont fait du web scraping complètement illégal sur des sites payants. Ils ont plein de poursuites contre eux autres en ce moment pour ça et ça, c'est correct. Puis nous autres, par la suite, on arrive et on fait comme, ben, il faut encadrer l'utilisation de cet outil-là qui est absolument éthiquement, douteux, pas transparent et que, tu sais, je trouve que, heu c'est ça, à ce niveau-là, il y a des gros questionnements à y avoir, puis à savoir pourquoi est-ce que tu sais, le devoir de transparence tombe sur les utilisateurs au final, alors qu'il n'est pas respecté auparavant. Heu, En tout cas, on pourrait, dévier là-dessus pendant un moment, mais, une autre chose que je veux souligner ici, dans l'encadrement de l'utilisation de l'IA en classe, il y a des études qui commencent à sortir sur le sujet puisque là, ça commence à être intégré dans les cursus et tout ça. Et ce que les gens viennent à réaliser, c'est que l'intelligence artificielle en ce moment, puis principalement l'intelligence artificielle générative, sert de béquille beaucoup et va faire des choses à la place de l'étudiant et donc au final, comme l'étudiant n'a pas à faire ces choses-là par lui-même, je veux dire, il va quand même réussir à les accomplir puis aller plus loin. Sauf qu'à partir du moment où l'intelligence artificielle n'est plus impliquée dans le processus, qu'on retire l'intelligence artificielle, on réalise qu'il n'a pas fait les acquis, qu'il n'a pas fait les apprentissages. Et là, c'est à se demander si, ben, oui, il y a un gain de temps sur le moment, il y a des rétroactions instantanées, des trucs comme ça, mais est-ce qu'on peut juste assumer qu'ils vont avoir accès à l'intelligence artificielle pour le restant de leur vie, puis qu'il n'y aura jamais une situation dans laquelle il va falloir qu'ils écrivent un texte entièrement par eux-mêmes ou qu'ils partagent leur propre idée ou structurent leur propre pensée? Ou est-ce qu'on doit prendre un pas de recul et faire comme, ben, si je veux, dans les objectifs de mon cours, si je veux qu'ils apprennent à structurer leur pensée, ils peuvent pas tout le temps pelleter ça dans le cours à ChatGPT. Faut qu'ils s'assoient, faut qu'ils rencontrent des gens, faut qu'ils discutent de ça entre eux autres. Puis, je pense que c'est ça, au niveau des balises de l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a, ben, dans quelle situation est-ce qu'on serait pas mieux de juste leur demander d'interagir avec d'autres étudiants ou même d'avoir des tuteurs ou là, je sais que une des grosses raisons pour laquelle il y a une grosse utilisation, de l'intelligence artificielle, c'est qu'on manque de ressources, on manque de temps, on manque de personnes. Mais, je pense qu'il y a une réévaluation à faire à ce niveau-là, puis un pas de recul à prendre, puis à se dire: «Ben, est-ce qu'on veut vraiment prendre des étudiants qui sont de plus en plus isolés, anxieux socialement, qui ont de la misère à socialiser et leur demander de passer plus de temps avec un robot conversationnel? Ou est-ce qu'on veut prendre le temps de développer les ressources, puis d'attribuer les ressources nécessaires, puis tu sais, d'avoir des tuteurs, d'avoir moins d'étudiants par classe, plus de temps pour les enseignants d'accompagner. Je pense que c'est à ce niveau-là que la conversation devrait être, plus qu'au niveau de, bon, comment est-ce qu'on encadre ou comment est-ce qu'on balise l'utilisation de la machine à plagiat, là? Mais Oui, tout à fait. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi, Simon. Puis, tu sais, je pense qu'il aussi, il faut se rappeler que on n'a pas beaucoup d'études en ce moment qui, portent sur les effets de l'utilisation de l'IA sur, les apprentissages, sur la persévérance, sur la relation prof-élève. Donc, tu sais, c'est une chose de dire, ben, bon, la patada est sortie du tube, puis les étudiants, ils l'utilisent de toute façon.
ça, c'est une chose, mais après ça, ce dont tu parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire, donc d'intégrer ces outils-là à nos pratiques comme tuteurs intelligents dans les services aux étudiants, par exemple. Ça, c'est aussi un autre enjeu là, auquel on doit donc s'intéresser. Mais moi, je suis un peu, évidemment, comme tout le monde, inquiète là, de savoir ça va être quoi l'impact de de la disponibilité de ces outils-là sur la génération d'étudiants qui vont être on pourrait dire les natifs de l'ère de l'IA générative, là, qui n'ont rien connu d'autre. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur, ce qu'on appelle parfois les vertus épistémiques, c'est-à-dire la curiosité intellectuelle, le désir d'apprendre, la confiance en soi aussi? Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont toujours contre-vérifier ce qu'ils vont faire avec l'IA générative parce qu'ils peuvent être amenés à perdre confiance dans leurs propres moyens parce que ben, l'IA fait quelque chose de plus standard qui va être fait que c'est ça, ils vont avoir tendance à y accorder plus de confiance. Ça peut peut-être rappeler là, cet effet-là. Euh, bon, on peut parler de biais d'automatisation, hein, c'est-à-dire en psychologie, c'est un comportement qui est abondamment documenté, là, qui consiste à donner plus de crédit ou de valeur au produit d'une opération statistique ou d'une machine qu'à son propre jugement. Donc, je suis très, tu sais, je suis très, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des études sur ces questions-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits puis de services qui sont actuellement en train d'être développés dans le milieu qu'on appelle maintenant le AI Ed, l'IA pour le milieu éducation. L'éducation, c'est une industrie énorme, mais on n'a pas encore vraiment, on ne sait pas vraiment exactement, est-ce que ça va avoir des effets positifs? Est-ce que ça va avoir des effets sur la cognition, sur la manière, sur notre rapport au savoir? Donc, c'est des questions vraiment fondamentales auxquelles j'espère que les chercheurs vont s'intéresser dans l'avenir. Puis, parce que, tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y a un changement là, fondamental dans notre rapport au savoir qui est en train de s'opérer actuellement. Je voulais juste partager les résultats euh, une de nos collègues de données, là, justement par questionnaire, au niveau des raisons qui incitent les étudiants et les étudiantes à plagier. On a posé cette question-là autant à des professeurs d'université qu'à des personnes étudiantes. Puis ce qui est intéressant, c'est que la raison principale qui est ressortie des deux côtés, dans les deux groupes, c'était l'absence de crainte de se faire prendre. Puis la deuxième raison qui est sortie dans les deux groupes aussi, c'était le manque de temps. Je pense que la qualité du contenu qui est généré par l'intelligence artificielle générative n'est pas nécessairement considérée quand on manque de temps puis qu'il faut tourner les coins ronds alors qu'on a un échéancier qui s'en vient dans quelques heures. Malgré tout, il y a des étudiants et des étudiantes à qui on a parlé dans des entrevues dans les derniers mois qui ont commencé à abandonner les outils d'IA générative qu'ils utilisaient au départ pour les aider dans leurs travaux parce qu'ils se sont rendus compte que la qualité des textes n'était pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Puis finalement, ils n'obtenaient pas nécessairement des meilleures notes que si ils réalisaient leurs propres travaux, entre autres à cause du pourcentage d'hallucination d'intelligence artificielle qu'on a encore dans les textes qui sont générés, que ça semble être des informations qui sont véridiques, mais en fait, qui sont fabriquées de toutes pièces. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un certain abandon par un nombre d'étudiants et d'étudiantes de ces outils-là présentement pour se concentrer à les utiliser pour d'autres tâches peut-être plus simples. Mais aussi, il faut se rappeler, même si on parle d'intégrité académique puis de plagiat aujourd'hui, que la majorité des personnes étudiantes sont dans leur programme d'études pour apprendre parce qu'ils veulent être certains d'acquérir les connaissances puis de développer les compétences nécessaires pour s'intégrer dans une profession de façon crédible, avec confiance puis avec compétence. Donc, je pense que si on finit sur mon intervention, je pense que l'important dans tout ça, c'est la formation, autant la formation des étudiants et des étudiantes, comment bien utiliser
les outils d'intelligence artificielle générative, que ce soit en formation à distance, qu'en formation en présentiel. Je pense que la plupart de nos interventions aujourd'hui s'appliquaient dans les deux cas, même si on se concentrait plus sur la formation à distance en tant que telle. Donc, comment utiliser ces outils-là de façon responsable et éthique et surtout d'offrir de la formation au personnel enseignant qui ont un recul présentement justement sur les personnes étudiantes pour qu'ils puissent être à l'aise, avoir confiance en l'utilisation de ces outils-là, puis bien les intégrer dans leur enseignement pour mieux préparer les personnes étudiantes pour le marché du travail. Merci, Catherine. Andréane, est-ce que tu voulais ajouter un mot de la fin? Je vais terminer sur l'importance de la formation à, à la littératie numérique. Ça, certainement, il faut comprendre comment ces outils-là fonctionnent, comprendre pourquoi ils produisent du contenu erroné, par exemple. Il faut aussi, évidemment, former les étudiants peut-être à une version renouvelée de ce que c'est l'intégrité académique dans ce nouveau contexte, mais je pense aussi qu'il faut former aussi à l'éthique de l'intelligence artificielle. Super, merci Andréane. Simon, veux-tu conclure là-dessus? Justement, il y a des enjeux éthiques extrêmement importants associés avec l'IA. Puis, il faut se rappeler aussi que beaucoup de la communication qu'on reçoit par rapport aux intelligences artificielles et aux intelligences artificielles génératives. Puis la raison pour laquelle c'est comme sur toutes les lèvres en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de marketing derrière ça. Puis ces compagnies-là poussent énormément pour être au centre de tous les enjeux, au centre de tous les débats. Et c'est ça, ça prend pas une mémoire si longue que ça pour se rappeler que, v'là 4 ans, si tu étais pas dans les NFT, tu étais pas dans la communauté, tu allais manquer le bateau. Ensuite, 2 années plus tard, c'était le métavers. Si tu embarquais pas dans le métavers, tu allais manquer le bateau. C'était la prochaine révolution en éducation. Tout le monde allait aller étudier dans le métavers. Et là, on se fait vendre l'intelligence artificielle générative. Puis là, on est au centre de la bulle. Puis la bulle, je veux dire, elle perdure parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière ça. Il y a beaucoup d'intérêts privés derrière ça qui veulent que ça perdure. Mais effectivement, comme c'était souligné par Andréane, puis comme je l'ai souligné un peu plus tôt, les bénéfices associés à ça, on commence à voir un peu les retombées de l'utilisation de l'intelligence et autant les étudiants réalisent que tous les textes qui sortent de là sont un peu beige, un peu inintéressants, et autant dans le monde de l'éducation, on regarde ça puis on fait comme, si on retire l'intelligence artificielle, ils n'ont pas fait les apprentissages. Alors, c'est à voir de un, tu sais, je dis pas ne l'utilisez absolument pas parce que je veux dire, si les étudiants les utilisent par eux-mêmes, il faut encadrer ça, il faut être conscient que c'est là, puis il faut savoir agir puis les conscientiser par rapport à ça. Je suis prêt à utiliser cet outil-là qui a quelques avantages, mais qu'est-ce que j'y perds au final? Et c'est à savoir justement, est-ce qu'on préfère former des étudiants qui ont un style et une identité forte puis qui propre à eux et des apprentissages qui sont fortement ancrés, ou bien non, des étudiants qui savent utiliser une béquille qui va peut-être disparaître un jour. Merci. Je pense qu'on aurait pu poursuivre longtemps la conversation. On voit que il y a tellement de branches, tellement d'enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en FAD. Je pense que Andréane, tu avais bien fait ressortir l'idée qu'en fait, l'intégrité académique, c'est un enjeu qui est lié à l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur, mais c'en est aussi un parmi de nombreux autres, donc de nombreux autres enjeux éthiques. Donc, Catherine, Andréane, Simon, merci beaucoup d'avoir partagé vos savoirs, vos expertises avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir d'être là. Merci. Merci, c'était vraiment très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup, Charlotte. Chers auditoires, nous espérons que les discussions, témoignages et expertises partagées aujourd'hui vous auront apporté un nouvel éclairage sur les enjeux d'intégrité académique et l'utilisation de l'IA en formation à distance. Nous vous invitons à porter cette réflexion dans vos propres pratiques pédagogiques.
Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!